Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui commence donc cette première séance de révision. Il y en aura 4 au cours des prochains jours afin d'aborder la reprise en douceur, comme je le signalais dans un mail que vous avez tous reçu, je l'espère. En ce qui me concerne, on va travailler aujourd'hui sur les suites réelles avec un premier exercice qui est loin d'être simple, puisqu'il s'agit d'étudier une suite définie par la somme de termes consécutifs. Bien entendu, on peut réinvestir les notions que vous avez vues en terminale, calculer les premiers termes et tenter de conjecturer le comportement asymptotique ou étudier les variations. Eh bien, le but de cet exercice, ça va être de déterminer la limite par un encadrement du terme général de la suite. Allons-y. Dans cet exercice, on nous donne donc une définition de la suite sous forme explicite à l'aide du énième terme général de cette suite. Autrement dit, pour tout de valeur entière n dans n étoiles, le énième terme de la suite U indice n est défini comme la somme de k égale 1 à n des sinus k sur n carré. Alors tous n'ont peut-être pas vu ce symbole de sommation, mais en maths, le symbole sigma, de la lettre grecque ici sigma, signifie qu'on a devant nous une somme de termes consécutifs, avec des valeurs pour k à prendre entre 1 et n. Autrement dit, le énième terme de la suite ici, un, est défini comme la somme des termes en sinus k sur n carré, avec k est égal à 1, donc sinus 1 sur n carré, plus, pour k égale 2, sinus 2 sur n carré, plus, le dernier terme ici de la somme, sinus n sur n carré. Autrement dit, un est défini par la somme de ces termes consécutifs de la forme sinus k sur n carré pour k allant de 1 à n. L'étude de cette suite est loin d'être simple et dans un premier temps, on nous demande simplement d'aller prouver un encadrement. À savoir, on nous demande, pour obtenir une limite de cette suite un, de vérifier l'encadrement, à savoir pour tout x positif, x moins x cube sur 6 inférieur ou égal à sinus x inférieur ou égal à x. Autrement dit, on va chercher à montrer ici, montrons que pour tout x appartenant à R+, à savoir au réel positif, ou alors pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien le polynôme ici x moins x cube sur 6 inférieur ou égal à sinus x inférieur ou égal à x. Pour démontrer ces deux inégalités, on va simplement travailler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller chercher cette première inégalité et dans un second temps, cette seconde inégalité. Alors en terminale, vous avez vu différentes façons d'aborder les inégalités et la première chose à faire, c'est peut-être de travailler de manière algébrique par différence. C'est-à-dire que je pourrais bêtement aller chercher l'étude de la différence entre sinus x et cette fonction polynôme et tenter de prouver que c'est toujours positif lorsque x est à valeur positive. Une autre façon de faire, et c'est la façon qu'on va exploiter ici, on peut travailler par différence, mais étudier la différence non pas de manière algébrique, mais comme une fonction différence. C'est-à-dire aller poser et introduire une nouvelle fonction auxiliaire dont on va chercher à déterminer les variations. L'objectif étant, si je travaille sur la différence sinus x moins cette expression polynomiale, l'objectif étant de prouver que c'est de signes constants positifs. Ainsi, j'aurais prouvé cette première inégalité. Alors allons-y pour aller chercher cette première inégalité. Eh bien, on va introduire, notons, petit f, une fonction auxiliaire qui a x appartenant à R+, à savoir 0 plus l'infini. Pourquoi cet intervalle-là? Parce qu'on me demande de prouver ces inégalités pour des valeurs positives. Donc notons f, la fonction auxiliaire, qui a x appartenant à R+, associe la différence sinus x moins x cube sur 6. Si on cherche à étudier cette fonction petit f, je vais d'abord chercher à obtenir sa dérivée première, aller éventuellement construire les variations associées, tenter de lire sur le tableau de variation le signe de cette fonction. Cette fonction petit f est entièrement dérivable comme différence de deux fonctions usuelles dérivables. Pardonnez-moi, je m'aperçois que j'ai oublié un terme sur la fonction polynôme, à savoir ici la différence sinus x moins x plus x cube sur 6. J'étudie d'abord cette première inégalité. C'est composé donc de fonctions dérivables. F va être alors dérivable sur l'intervalle de travail ici R+, et pour tout x appartenant à R+, je vais pouvoir obtenir une expression de la dérivée associée.
La dérivée associée est composée donc des dérivées de sinus x et de la dérivée de cette fonction polynôme. À savoir la dérivée de sinus x, on va obtenir cosinus x, moins la dérivée de x, à savoir 1, plus la dérivée de x cube sur 6. Ne mettez pas en place une dérivée d'une fraction, c'est bien 1 sixième fois x cube, donc je vais garder la constante, puisque la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Je vais garder la constante 1 sixième multipliée par la dérivée de x au cube. Autrement dit, on va obtenir 1 sixième fois 3x au carré, à savoir qu'on va obtenir x au carré sur 2. Après, simplification. Évidemment, j'ai envie d'étudier le signe de cette dérivée et de construire le tableau de variation associé. Malheureusement, la comparaison de cos x à cette nouvelle expression est loin d'être simple, et donc je pense que vous l'avez vu en terminale, pour certaines fonctions ou études de fonctions trigonométriques, il peut être confortable de continuer l'étude, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à f', mais d'aller chercher f seconde, f tierce, et éventuellement de remonter le tableau de variation pour aller chercher le signe. Oui, c'est un exercice qui n'est pas simple, puisqu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas franchir le pas et aller chercher des dérivées successives. Seulement voilà, si je m'arrête là, je ne vais pas réussir à déceler quel peut être le signe ou les variations de signe de cette dérivée première. À nouveau, f' de x est elle-même constituée de fonctions dérivables. Donc je vais aller chercher une nouvelle dérivée associée et obtenir que pour tout x appartenant à R+, f seconde de x est donné par la dérivée de cosinus x, à savoir moins sinus x, moins la dérivée de 1 étant une constante, ça disparaît, plus la dérivée de x au carré sur 2. Encore une fois, je le lis comme 1 demi fois x au carré. Donc 1 demi fois la dérivée de x au carré, qui est 2x. On va obtenir ici plus x. J'obtiens alors f seconde de x est égal à moins sinus x plus x. Évidemment, je pourrais à nouveau m'arrêter ici si j'étais capable de définir le signe de cette expression sur R+. Alors en terminale, vous avez peut-être vu quelques inégalités de convexité ou de concavité remarquables. La différence entre sinus x et x en est une, puisque x n'est rien d'autre que l'expression de la tangente à la fonction sinus en 0. Seulement, on n'en est pas là. Pour l'instant, étant donné qu'on révise les choses tout doucement, je vais continuer cette première méthode qui est de descendre les dérivées successives afin de lire plus facilement le signe de ces dérivées. Si je continue à dériver, parce que je n'arrive pas à lire facilement le signe de cette expression, je vais alors, encore une fois, dériver cette expression et obtenir la dérivée troisième, qu'on peut noter f tierce ici, ou alors mettre un exposant entre parenthèses 3 ici, pour obtenir cette nouvelle dérivée, à savoir moins cosinus x plus 1. Autrement dit, pour cette première inégalité, j'ai imposé moi-même une nouvelle fonction auxiliaire dont je cherche à étudier les variations. Les premières dérivées n'étant pas satisfaisantes pour l'étude du signe, je peux continuer à dériver pour aller lire ici la dérivée troisième de petit f qui est égale à moins cos x plus 1. Oui, mais cos x étant une fonction remarquable en terminale, je vous rappelle qu'elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Autrement dit, moins cos x plus 1 est toujours positif, ici, ce qui me permet d'en déduire que la dérivée seconde est finalement de variation ici constante, à savoir qu'elle est croissante. D'accord ? On en déduit bêtement les variations de f seconde ici, à savoir, si je construis rapidement le tableau de variation associé sur 0 plus l'infini, puisque je vous rappelle que j'ai imposé de travailler sur R+, j'ai une dérivée seconde qui va être croissante ici. Seulement, si elle est croissante sur R+, ça ne me permet pas d'aller chercher le signe de f seconde. Or, moi, j'avais un intérêt, c'est lire le signe de f seconde pour aller chercher les variations de f', pour lire le signe de f' et remonter aux variations de petit f. Eh bien, heureusement, lorsque je travaille sur 0 plus l'infini, eh bien, on peut constater habilement que f seconde en 0 va donner moins sinus 0 plus 0, à savoir 0. Autrement dit, l'étude des dérivées successives me permet d'affirmer que la dérivée troisième ici est de signe constant positif, donc la dérivée seconde est croissante. Si en 0, f seconde vaut 0, ça veut dire qu'elle est croissante et de valeur minimale ici en 0, 0. Autrement dit, f seconde est positive. Si f seconde est positive, je peux remonter et obtenir une dérivée première positive, une dérivée seconde positive, donc une dérivée première croissante. Vous doutez bien que je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire regarder ce qui se passe en 0. Seulement en 0, la dérivée première, on l'avait calculée ici, donc rappelez-vous, on avait obtenu cos x moins 1 plus x au carré sur 2.
Seulement, si j'évalue en 0, je vais avoir cos de 0 moins 1 plus 0, à savoir cos de 0, ça vaut 1, 1 moins 1, 0. Autrement dit, j'obtiens 0 ici pour x égale 0. De la même façon, la fonction étant croissante de valeur minimale en 0, ici égale à 0, j'en déduis que f' est de signe constant positive. Donc, je peux réinvestir mon cours sur les liens entre dérivée et monotonie de la fonction, et j'en déduis que la fonction est bien croissante. La fonction auxiliaire petit f que j'avais introduite ici est donc croissante sur R+. Mais ça ne suffit pas pour conclure quant à l'inégalité attendue. N'oubliez pas, si je veux conclure à l'inégalité 1, c'était à savoir que sinus x était au-dessus de la fonction polynôme x moins x cube sur 6, je dois avoir une différence positive. Je ne le lis pas encore. Donc soit je vais chercher la limite en plus l'infini pour tenter de lire quelque chose, soit je vais tenter d'aller chercher la valeur au bord en 0. Encore une fois, on a de la chance, puisque la fonction auxiliaire qui était donnée par sinus x moins x plus x cube sur 6, quand je l'évalue en 0, j'obtiens sinus 0 moins 0 plus 0 cube sur 6. Ça veut dire que la valeur en 0 me donne 0 ici. Autrement dit, ma fonction auxiliaire est de signe constant positive. C'est-à-dire que finalement, conclusion, j'en déduis ici, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R+, ma fonction auxiliaire est de signe constant positif, mais ma fonction auxiliaire, ce n'était rien d'autre que la différence entre le sinus et la fonction polynôme. Si cette différence est positive, c'est donc que ma fonction sinus ici va être toujours supérieure ou égale à l'expression polynomiale x moins x cube sur 6. Ainsi s'achève la première inégalité. Alors, seconde inégalité, évidemment, vous allez me dire, on peut faire la même chose. Oui, on peut introduire une autre fonction g et aller chercher la monotonie encore une fois. C'est-à-dire de la même façon, bêtement, on peut noter alors g, la fonction qui a x appartenant à R+. Ben oui, encore une fois, je veux montrer que pour tout x réel positif, sinus x est plus petit que x. Donc dans ce cas-là, on peut introduire la fonction différence donnée par sinus x moins x. La fonction g est aussi constituée de fonctions dérivables. Si je dérive, j'obtiens, je le fais un peu plus rapidement, pour tout x appartenant à R+, g' de x est égal à cos x moins 1. Mais encore une fois, ici, cos x, la valeur de cosinus étant toujours compris entre moins 1 et 1, ça veut dire qu'au mieux, cosinus touche 1, mais à chaque fois, je vais être plus petit que 1, donc la différence va être négative. Donc en faisant la même chose que tout à l'heure, j'obtiens cette fois-ci une dérivée première qui est de signe constant négative, et j'en déduis ici les variations de g assez rapidement. Donc si je fais la fonction différence, cette fois-ci le signe tombe tout de suite, puisque je connais une valeur remarquable ici, à savoir, je reconnais une fonction remarquable qui est le cosinus, toujours compris entre moins 1 et 1. Autrement dit, cette fois-ci, g est décroissante. Ça ne me permet pas tout de suite de conclure, je dois aller plus loin dans l'étude du tableau de variation, à savoir que la valeur en 0 ici, pour petit g défini par sinus x moins x, ça vaut 0. Ma lecture du tableau de variation, la fonction est décroissante sur R+, elle prend une valeur cette fois-ci qui est maximale en 0, qui vaut 0. Autrement dit, je suis toujours en dessous de 0, c'est-à-dire qu'on en déduit ici que pour tout x appartenant à R+, ma différence sinus x moins x, à savoir cette expression g de x, est négative. Oui, mais si la différence est négative, cette fois-ci, ça veut dire que cette fonction polynôme x est au-dessus de la fonction sinus, à savoir que sinus est inférieur ou égal à x. On obtient la seconde inégalité, ça veut dire qu'on peut conclure quant à la première question, à savoir que finalement, et je m'applique sur la conclusion, c'est important, finalement, pour tout x appartenant à R+, j'ai bien démontré la double inégalité suivante, à savoir que x moins x cube sur 6 et x vont encadrer la fonction sinus x, ou l'expression sinus x. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors évidemment, j'avais été très rapide en parlant de concavité-convexité, on y reviendra, mais les meilleurs d'entre vous doivent se rappeler que certaines fonctions ont une concavité ou présentent des concavités ou des convexités par rapport à la courbe. Ça veut dire qu'en gros, on arrondit dans un sens ou dans l'autre. Cela se caractérise à l'aide des dérivées première ou seconde. Pour faire simple, lorsqu'on étudie la fonction sinus,
Si je la dérive une première fois, j'obtiens cosinus. Si je redérive, j'obtiens moins sinus. Et en fonction finalement de l'intervalle de travail, on va pouvoir définir une concavité, une convexité. Et ça va me permettre de comparer ma courbe par rapport aux tangentes. Alors attention, ici comme on travaille sur R+, il faudrait, si je souhaite travailler par concavité et convexité, eh bien affiner un petit peu l'intervalle, c'est-à-dire travailler d'abord par exemple sur 0π sur 2, puis sur π sur 2 plus l'infini. Bref, il y a plusieurs façons de procéder. Le plus rapide ici, c'est d'étudier la fonction différence. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, je vous propose de passer à la suite et d'aller chercher alors un encadrement du terme général de la suite UN. Si ici, on a encadré la fonction sinus sur R+, eh bien, ça va me permettre d'aller chercher un encadrement du nth terme général de la suite. Alors comment? Eh bien, je vous rappelle encore une fois, on rappelle que la définition de la suite UN était la suivante, à savoir que pour tout n appartenant à une étoile, UN est la somme des termes en sinus k sur n carré, avec k qui prend des valeurs entières entre 1 et n. Seulement si je souhaite encadrer UN pour en déterminer une limite éventuelle, eh bien je vais devoir travailler terme à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je sais encadrer sinus x pour x réel positif, eh bien on va pouvoir encadrer sinus k sur n carré pour les valeurs de k comprises entre 1 et n. C'est-à-dire que je vais alors fixer ici, on va fixer n appartenant à n étoiles, et je vais exploiter les inégalités précédentes pour les valeurs de x égale à k sur n carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je prends les inégalités précédentes avec x égale à 1 sur n carré, eh bien j'obtiens 1 sur n carré, c'est-à-dire je remplace x par 1 sur n carré, moins, n'oubliez pas, on avait x cube sur 6, donc je vais obtenir moins 1 sixième de 1 sur n carré au cube. Donc je vais obtenir 1 au cube sur n au carré puissance 3, n puissance 6. Oui, mais ça, c'est plus petit que quoi? Eh bien, plus petit que sinus x pour x égale à 1 sur n carré. Inférieur ou égal à quoi? Eh bien, à x, c'est-à-dire à 1 sur n carré. Et je recommence. Si je veux encadrer UN, je vais encadrer tous les termes consécutifs de cette somme. C'est-à-dire que si je le fais de la même façon, cette fois-ci avec x égale à 2 sur n carré, je vais obtenir 2 sur n carré, moins 1 sixième de 2 sur n carré au cube, à savoir que je vais obtenir 2 au cube, le tout sur n puissance 6, plus petit que sinus de 2 sur n carré, plus petit que 2 sur n carré. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à obtenir x égale à n sur n carré, je vais pouvoir obtenir un encadrement des termes consécutifs. Seulement n'oubliez pas, on a une certaine compatibilité des inégalités, des opérations avec la relation d'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ces inégalités les unes après les autres, je vais pouvoir les sommer consécutivement et obtenir la somme de tous les membres à gauche, plus petit que la somme de tous les termes centraux, plus petit que tous les termes à droite. Autrement dit, on obtient quoi ici? Alors j'écris ma dernière ligne, à savoir n sur n carré, moins 1 sixième de n sur n carré, le tout au cube, donc 1 sixième de n cube sur n puissance 6, plus petit que sinus n sur n carré, plus petit que n sur n carré. Et en sommant les inégalités, ou par compatibilité de la relation d'ordre et de l'addition, finalement, sur R, on va obtenir quoi? On va obtenir ici, simplement en sommant ces inégalités. Alors regardez bien, la somme des 1 sur n carré, 2 sur n carré, jusqu'à n sur n carré. Donc je pourrais, si j'avais un petit peu plus de place, eh bien sommer tous les termes ici en quelque chose sur n carré. Oui, mais n'oubliez pas, mathématiquement, on a un joli symbole, le symbole sigma, pour traduire ces sommes. Eh bien, si je somme les inégalités, j'obtiens dans un premier temps la somme des termes des k sur n carré, lorsque k va prendre des valeurs entières 1, 2, 3 jusqu'à n, donc pour k allant de 1 à n, moins quoi? Moins la somme de ces termes-là-ci. Donc étant donné que j'ai un sixième partout, je vais pouvoir le mettre en facteur, avec le n puissance 6, donc je vais avoir moins 1 sixième fois 1 sur n puissance 6, fois quoi? Eh bien là, ce qui va changer, regardez, c'est 1 au cube plus 2 au cube
jusqu'à n au cube. Autrement dit, j'ai mis en facteur les termes qui se répètent, à savoir 1 sur 6 fois n puissance 6, facteur de quoi? 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube, c'est-à-dire la somme des k au cube pour k allant de 1 à n. Le tout étant plus petit que quoi? Eh bien, la somme de ces termes-ci, mais la somme de ces termes-ci, c'est rien d'autre que la somme des sinus k sur n carré pour k allant de 1 à n, c'est un. Donc, plus petit que un, inférieur ou égal à quoi? La somme des k sur n carré pour k allant de 1 à n. On obtient ainsi en encadrement de un, eh bien, dans cette deuxième question, on vous demande alors de prouver que un est convergente et d'en préciser la limite. Alors évidemment, lorsqu'on a un encadrement du terme général de la suite, l'idée la plus courante, c'est d'aller chercher les limites de part et d'autre de l'encadrement et de croiser les doigts qu'on ait les mêmes. Vous pourrez alors invoquer le théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement et obtenir la convergence de la suite un et même la valeur de la limite. Rappelez-vous la condition, il faut que de part et d'autre des inégalités, on ait une limite et que cette limite soit la même. Si à gauche et à droite on tend vers la même limite, la suite au centre est alors convergente, de limite la valeur commune. Alors c'est vrai, de part et d'autre de ces inégalités, ça peut faire peur. On a quand même des monstres, on a encadré un qui n'était pas simple avec des monstres. Eh bien pour essayer d'avancer, vous devez être capable de reconnaître ce genre d'écriture. La somme des k sur n carré pour k allant de 1 à n. Ici, j'étais capable de mettre en facteur le 1 sixième fois n puissance 6. Et bien de la même façon ici, j'aurais pu être plus habile et reconnaître qu'on avait 1 sur n carré plus 2 sur n carré plus n sur n carré et mettre en facteur sur 1 sur n carré. Autrement dit, si je travaille dans un premier temps sur cette expression-là, si j'appelle cette expression par exemple Sn, eh bien Sn c'est aussi la somme suivante. Sn, ça va être 1 sur n carré fois la somme de k égale 1 à n dk. Ça veut dire qu'on est en train de sommer les entiers k pour k allant de 1 à n. Seulement, vous avez dû voir en terminale que s'il s'agissait ici d'une somme remarquable. La somme des entiers, 1 plus 2 plus 3 plus n, il y a différentes façons de procéder. D'ailleurs, dans la fiche de révision, je vous demanderai en exercice 3 de tenter de le démontrer par récurrence. Mais en terminale, souvent, on met en avant le fait qu'on a alors la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1. Pourquoi? Parce que quand on somme les termes consécutifs 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n, eh bien on passe d'un terme à l'autre en ajoutant une même raison égale à 1. Ça veut dire que si j'exploite le cours de terminale, on va obtenir 1 sur n carré fois la somme donc des termes consécutifs ici, donné par le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes. Le tout divisé par 2, à savoir nombre de termes n fois premier terme 1 plus n, le tout sur 2. Autrement dit, on obtient ici 1 sur n carré, le tout fois n facteur de n plus 1 sur 2. Si je cherche à obtenir la limite de Sn, eh bien, vous avez devant vous, si je le réécris, une fonction rationnelle, à savoir qu'on obtient un rapport de deux polynômes. Seulement, le comportement asymptotique de deux polynômes revient à étudier le rapport des monômes de plus haut degré. À savoir qu'à la limite, Sn va se comporter comme n fois n, à savoir n carré, le tout sur 2n carré. Ça veut dire que la limite de Sn est la même que la limite de n carré sur 2n carré, à savoir 1 demi après simplification. Autrement dit, le premier terme ici tend vers 1 demi quand n tend vers plus l'infini. Alors de la même façon, il faudra être capable de travailler sur cette deuxième expression que je vais appeler Tn. Autrement dit, Tn, si je regarde cette deuxième expression, ça va être 1 sixième fois 1 sur n puissance 6 fois la somme des k au cube. Vous allez me dire, encore faut-il connaître la somme des premiers entiers au cube. 1 au cube, plus 2 au cube, plus, etc. jusqu'à n au cube. Évidemment, c'est moins simple que tout à l'heure. La formule est remarquable, on la verra encore cette année, et on peut aussi la démontrer par récurrence. D'accord? En ce qui nous concerne ici, eh bien, on va essayer plutôt de se ramener à des choses que l'on connaît. Alors, comment se ramener à des choses que l'on connaît? Plusieurs façons de procéder, c'est-à-dire que par exemple, la somme des k au cube, vous avez k au cube qui peut être vu comme k fois k au carré. Oui, mais les entiers k sont toujours compris entre 1 et n. Autrement dit, si je veux regarder Tn, eh bien Tn, je peux l'avoir comme ici 1 sur 6 n puissance 6 fois la somme de k égale 1 à n dk fois k au carré. Alors pourquoi faire ça? Eh bien simplement, puisque je ne peux pas travailler sur Tn directement, je vais essayer de l'encadrer. Alors un encadrement assez simple, c'est de dire que les entiers k étant plus petits que n, le k carré va être plus petit que n carré. Pourquoi je fais ça? Eh bien ça va me permettre de majorer
par 1 sur 6 n puissance 6 fois la somme de k égale 1 à n des k fois n au carré. Oui, mais encore une fois, si je sais lire cette somme, eh bien vous avez pour k égale 1 fois n carré, plus 2 fois n carré, plus n fois n carré. Le n carré peut être mis en facteur puisqu'il est partout dans la somme. Ça veut dire que j'ai majoré ce deuxième monstre Tn par quoi? J'ai majoré par 1 sur 6 n puissance 6 fois n au carré que je peux sortir de la somme. Oui, mais après simplification, il va me rester 1 sur 6 n puissance 4 fois la somme des k. Et la somme des k, c'est rien d'autre que la somme des premiers entiers, à savoir n plus 1 sur 2. Seulement, c'est pas parce que je majore Tn que je vais en obtenir la limite. Eh bien, soyons malins, Tn est majoré par cette expression qui est encore une fonction rationnelle. Autrement dit, je vais regarder le comportement asymptotique en regardant les termes de plus haut degré. En haut, on va avoir un terme en n carré. Au dénominateur, le monôme de plus haut degré, le terme de plus haut degré, c'est 12 sur n fois n puissance 4. Autrement dit, on est de la forme n carré sur 12 n puissance 4. Après simplification, vous allez avoir 1 sur 12 n au carré, et ceci va tendre vers 0. Seulement, ce n'est pas parce que Tn est majoré par quelque chose qui tend vers 0 que Tn lui-même va tendre vers 0. J'ai bien majoré Tn, je n'ai pas obtenu Tn, c'est juste une majoration. Eh bien, là où il faut être malin, je vous l'ai dit, c'est que Tn, c'est une somme de termes positifs, si j'enlève ce signe moins. Autrement dit, on a une somme de termes positifs qui est majorée par un truc qui tend vers 0. Ça veut dire qu'on peut encadrer bêtement le deuxième monstre, Tn, entre 0 et une expression ici qui va tendre vers 0 à l'infini. Ça veut dire que si ça tend vers 0 à gauche, si à droite ça tend vers 0, je peux invoquer le théorème d'encadrement à mon monstre Tn ici et expliquer que par encadrement, Tn tend vers 0. Autrement dit, maintenant que j'ai obtenu l'inégalité suivante, je peux affirmer, bougez pas, et donc par encadrement, Tn va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Si je récapitule, l'objectif de cet exercice était d'obtenir un, et on vient de travailler de part et d'autre des inégalités. Sn, lui, tend vers 1,5, Tn tend vers 0, et ici, on récupère Sn une deuxième fois, qui va aussi tendre vers 1,5. Finalement, on a encadré un entre deux monstres à gauche et à droite, dont on a été capable de déterminer le comportement asymptotique. Ça veut dire que finalement, on a ici, quand n tend vers plus l'infini, eh bien d'une part, Sn moins Tn, les deux expressions monstrueuses que j'ai étudiées d'une part, qui va tendre donc à gauche de l'inégalité vers 1,5 la limite de Sn, moins 0 la limite de Tn. Ce qui me permet alors de dire que d'une part à gauche ça tend vers 1,5, à droite Sn qui encadre aussi un va tendre vers 1,5, et donc d'après le théorème d'encadrement, je pense à conclure, d'après le théorème d'encadrement, eh bien je peux affirmer que la suite un est convergente et sa limite c'est 1,5. Donc un converge et la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite, la valeur commune des deux limites de part et d'autre, à savoir 1,5. Ceci achève un premier exercice qui vous montre ce qui peut être attendu chez nous en prépa. Évidemment, ça peut être difficile pour vous à la sortie des vacances. Mais encore une fois, vous allez progresser, la rigueur va arriver et toutes ces notions vont devenir plus faciles, je vous le promets. Par contre, essayez de reprendre cet exercice, de voir quelles peuvent être les attentes et comment on construit la résolution de cet exercice. La plus grande difficulté, c'est évidemment de vous dérouiller un peu pour vous amener à ce qu'on peut attendre en prépa. Cet exercice n'est basé que sur des notions de terminale. Il est un peu plus technique avec les symboles de sommation, mais il est accessible. Quand on le voit pour une première fois, ça peut faire peur, mais encore une fois, vous avez tout pour pouvoir le comprendre. Donc accrochez-vous, n'ayez pas peur, et au fur et à mesure, toutes ces notions vont devenir finalement plus courantes, et l'approche sera plus facile à chaque fois. D'accord ? La première difficulté, et j'insiste là-dessus, ça va être ce devoir de rigueur et la rédaction que vous allez construire. C'est-à-dire que le plus gros défaut des élèves de terminale, c'est de dire « Oui, mais moi, ce que je fais, c'est à peu près pareil. Je ne voudrais pas d'à peu près,
il va falloir absolument qu'on se mette d'accord sur une rédaction rigoureuse de ces exercices. D'ailleurs, pour vous entraîner, je vous laisse regarder les exercices 2 et 3 de cette première feuille de révision et je vous dis à demain. À demain!